Je vous demande la permission, mesdames et messieurs, de faire une déclaration à la Chambre sur les développements militaires récents, afin que nous soyons pleinement conscients des événements en cours et de ce que nous devons attendre dans les jours à venir. Depuis la percée brutale des forces allemandes à Sedan et sur la Meuse, la situation militaire en France est devenue critique. Depuis que les défenses françaises à Sedan et sur la Meuse ont été rompues à la mi-mai, seule une retraite rapide vers Amiens et le sud aurait pu sauver les armées britanniques et françaises entrées en Belgique à la demande du roi des Belges. Mais ce fait stratégique n'a pas été immédiatement compris. Le commandement français pensait encore pouvoir refermer la brèche et les armées du Nord obéissaient à ses ordres. Une telle retraite aurait d'ailleurs entraîné la perte quasi certaine de l'armée belge, plus de 20 divisions, et l'abandon de tout le territoire belge. Quand l'ampleur de la pénétration allemande fut enfin comprise et que le général Weygand remplaça Gamelin à la tête des forces françaises, les Alliés tentèrent de maintenir le contact avec les Belges tout en joignant leurs forces à une armée française nouvellement formée. Cette armée devait traverser la Somme pour les secourir, mais l'assaut allemand balaya tout. 8 ou 9 divisions blindées, comptant chacune des centaines de véhicules, ont coupé toutes les communications entre nous et les principales forces françaises, tranchant nos lignes d'approvisionnement en nourriture et en munitions. L'ennemi a foncé vers la côte, prenant Boulogne, Calais et s'approchant de Dunkerque. Derrière cette percée mécanique suivaient des divisions entières en camions, puis l'infanterie allemande, lente et massive, cette masse brutale, si prompte à écraser les libertés qu'elle ne connaît pas chez elle. Ce coup de faux de fer n'a pas tout à fait atteint Dunkerque. À Boulogne et Calais, nos hommes ont opposé une résistance farouche. À Calais, 4000 hommes, britanniques et français, ont tenu 4 jours entiers. Leur sacrifice n'a pas été vain. 2 divisions blindées allemandes qui auraient pu nous anéantir ailleurs ont été immobilisées. Grâce à eux, les lignes d'eau de Gravelines ont pu être inondées et tenues. Je craignais de voir annoncer au Parlement la plus grande catastrophe militaire de notre histoire. Nos armées étaient encerclées, piégées, sans espoir apparent. J'avais imaginé, dans mes heures les plus sombres, que seuls 20 à 30 000 hommes pourraient être sauvés. Mais c'est un miracle qui s'est produit. Plus de 300 000 hommes ont été évacués de Dunkerque dans des conditions que l'on croyait impossibles. Ce fut un acte de bravoure collectif, des destroyers de la Royal Navy, des navires marchands, des bateaux de pêche, des civils ordinaires, tous unis pour sauver les leurs. Sous les bombardements, à travers les eaux minées, sous les tirs ennemis, ils ont persisté. Il y avait là une force bien plus grande que des canons ou des chars, il y avait la force du cœur, la force d'un peuple qui refuse d'abandonner ses enfants. Ce n'était pas une victoire militaire. Les guerres ne se gagnent pas par des évacuations. Mais il y avait dans cette opération quelque chose de plus grand qu'une victoire, une leçon pour les siècles. Quand tout semble perdu, ce n'est pas la technologie ni la stratégie seule, mais l'âme d'une nation qui fait la différence. L'unité, le sacrifice, la fidélité aux autres, voilà ce que Dunkerque a révélé. Ce n'est pas un simple retrait, c'est une déclaration silencieuse. Nous sommes vivants, nous ne céderons pas, nous reviendrons. Pour chaque homme sauvé à Dunkerque, c'est une promesse qui est née. Une promesse de retour, de justice et de revanche. Et cette promesse, ce n'est pas celle d'un général, mais celle d'un peuple entier. Ce qui s'est produit en France et en Belgique est un désastre militaire d'une ampleur colossale. L'armée française a été sévèrement affaiblie, l'armée belge a cessé d'exister en tant que force combattante. De vastes régions industrielles sont désormais entre les mains de l'ennemi. Une grande partie de l'Europe est en train de tomber. Mais ce n'est pas le moment de cacher la réalité derrière des mots apaisants. Nous devons regarder la vérité en face, avec froideur et résolution. Il ne sert à rien de nier que nous sommes confrontés à une menace d'une brutalité sans précédent. Le monde doit comprendre que cette guerre ne concerne pas seulement la survie de la Grande-Bretagne, mais celle de toute civilisation libre. C'est une lutte contre une idéologie d'asservissement, de soumission, de peur. Nos défenses naturelles n'ont pas suffi. Nos alliés ont été submergés, nous-mêmes avons connu le péril. Mais au cœur même du désastre se trouve la possibilité d'un redressement, d'une réorganisation, d'un réveil. La grandeur d'un peuple ne se mesure pas à ses victoires faciles, mais à sa capacité de se relever après la chute. Si nous cédons aujourd'hui, c'est toute l'Europe qui s'éteindra dans une nuit sans fin. Si nous tenons, même seuls, alors renaîtra l'espoir. Il faut parler avec sincérité, mais aussi avec une conviction farouche, car notre cause est juste, notre devoir est clair.
Et notre peuple, malgré les bombes, malgré la peur, malgré l'incertitude, reste debout. Ce n'est pas l'heure des regrets, c'est l'heure du courage, de la préparation et de la foi. Hitler prépare peut-être une tentative d'invasion de nos îles. Ce ne serait pas la première fois qu'un dictateur en Europe se berce d'illusions à notre sujet. Napoléon attendait autrefois à Boulogne avec ses barges et ses armées, croyant pouvoir soumettre la Grande-Bretagne. Mais même à cette époque, les hommes disaient « Il y a des herbes amères en Angleterre ». Et ces herbes aujourd'hui sont plus amères encore. Elles sont faites de détermination, de liberté et de feu. L'histoire est pleine de ceux qui ont sous-estimé la ténacité de notre peuple. Ils ont oublié que la liberté n'est pas un privilège britannique, c'est une foi, un instinct, un devoir sacré. Celui qui croit pouvoir briser cette foi par la peur ou la force militaire ne connaît rien au cœur d'un homme libre. Nous sommes entourés d'incertitudes, c'est vrai, mais nous avons aussi une chose que l'ennemi n'a pas, une cause qui dépasse les frontières, une idée pour laquelle il vaut la peine de se battre et de mourir s'il le faut. Chaque tentative de soumission ne fait que renforcer notre résolution. Nous avons l'histoire de notre côté. Et si l'histoire a une voix, elle dira un jour « Ils furent seuls, mais ils ne cédèrent pas ». Ce bloc ne parle pas seulement d'un risque militaire. Il parle d'orgueil, de souveraineté, de destin collectif. C'est un avertissement à ceux qui nous menacent. Ici, ce n'est pas une île comme une autre, c'est une Nevra Cordo. Nous devons resserrer nos rangs. Il n'y a pas de place pour les querelles internes, pour les rivalités de partis, pour les ambitions personnelles. Face à l'ennemi, nous ne sommes pas conservateurs, libéraux ou travaillistes. Nous sommes britanniques. Le sang versé ne connaît pas de couleur politique. Le courage ne porte pas d'étiquette. La liberté, elle, exige que nous soyons unis, résolus, lucides. La défense de notre île ne dépend pas d'un gouvernement, mais d'un peuple tout entier. Chaque maison, chaque rue, chaque champ peut devenir un front. Chaque citoyen est un soldat potentiel, une sentinelle. Le prix de la liberté est lourd, et ceux qui ne sont pas prêts à le payer sont condamnés à la perdre. Nous devons nous préparer. Dans nos cœurs, dans nos esprits, dans nos foyers. La guerre n'est pas une affaire lointaine. Elle est sur nos côtes, dans nos cieux, dans nos consciences. Ce que nous faisons maintenant, ou ce que nous négligeons de faire, décidera du monde que connaîtront nos enfants. Il ne s'agit pas de défendre une île, mais de préserver une idée, celle que chaque être humain a le droit de vivre libre, sans tyrannie, sans peur. Et cette idée ne mourra pas ici. Elle vivra dans chaque acte de bravoure, dans chaque mot de vérité, dans chaque résistance opposée à l'injustice. Ce bloc est un appel à la responsabilité, un appel à la conscience, un appel à l'histoire. Nous avons dans les jours qui viennent une tâche immense. Il nous faut reconstituer nos forces armées, remobiliser nos capacités industrielles, renforcer nos défenses côtières et préparer chaque citoyen à sa part du devoir. Mais ce travail ne doit pas être fait dans la panique. Il doit être fait avec méthode, avec sang-froid, avec discipline. Il faut que chaque homme, chaque femme, chaque institution sache exactement ce qu'elle doit faire en cas de crise. Le courage individuel ne suffit pas. Il faut une organisation nationale du courage. L'ennemi, lui, a une armée redoutable. Il avance avec des colonnes de fer, des avions par centaines, des bombes et des menaces. Mais ce qu'il ne peut comprendre, ce qu'il ne peut prévoir, c'est la volonté silencieuse d'un peuple libre. Cette volonté ne se voit pas dans les journaux, elle ne s'affiche pas sur les cartes, mais elle existe, et elle est plus puissante que toutes les divisions ennemies. Nous devons agir vite, mais sans précipitation. Chaque minute doit être utilisée, chaque ressource mobilisée. L'ennemi croit que notre esprit s'effondrera après Dunkerque. Il se trompe. C'est au contraire là que commence une ère nouvelle, celle où, dépouillés de nos illusions, nous nous redressons, plus clairs, plus déterminés. Rien ne sera facile, rien ne sera rapide. Mais si nous faisons chacun notre part, avec calme, avec constance, avec cœur, alors même dans la tempête, nous resterons unis. Et cette union sera notre première victoire. La Royal Air Force a joué, dans ces heures sombres, un rôle qui mérite la gratitude éternelle de la nation. Jour après jour, elle a protégé nos troupes depuis les airs, affrontant un ennemi supérieur en nombre mais pas en courage. Nos pilotes, jeunes pour la plupart, ont volé vers les flammes, sachant que beaucoup ne reviendraient pas. Ils n'ont pas hésité, ils n'ont pas reculé.
Ils ont donné leur vie pour que d'autres puissent être sauvés. Ces hommes, que nous ne connaîtrons jamais personnellement, sont entrés dans notre histoire comme des géants. Leurs actes nous élèvent. Leur exemple nous oblige. Car ce n'est pas seulement leur compétence qui a sauvé des vies, c'est leur volonté de se dresser là où la peur paralysait les autres. Nous devons aussi mentionner les marins, les commandants de destroyers, les conducteurs de petits bateaux, les volontaires civils, Ternepodonktambes, Derementimont, Pottinge. Tous ceux qui ont pris la mer pour aller chercher nos soldats. Aucun d'entre eux ne s'attendait à des remerciements. Aucun n'a demandé de gloire. Ils ont simplement agi, portés par un sens du devoir qui défie le confort et l'intérêt personnel. Dans une époque qui doute de tout, ces hommes sont une réponse silencieuse à la question « Que signifie être digne ?» Être digne, c'est agir même quand rien n'est sûr. C'est risquer sa vie pour en sauver d'autres. C'est faire ce qui est juste, même quand personne ne regarde. Et c'est cette dignité qui a éclairé les plages sombres de Dunkerque. Nous ne devons pas croire que l'ennemi se contentera de ce qu'il a conquis. Toute faiblesse de notre part sera exploitée. Tout répit que nous lui laisserons sera utilisé contre nous. Ce n'est pas un adversaire ordinaire que nous affrontons, mais une machine de guerre fanatique, prête à tout pour écraser ceux qui lui résistent. Il n'y aura pas de compromis, il n'y aura pas de trêve honorable, il n'y aura que victoire ou soumission. Il est donc de notre devoir, en ces heures décisives, de penser comme des hommes libres, mais de préparer comme si l'ennemi était déjà sur nos plages. Chaque port doit être défendu, chaque colline, chaque rivière, chaque pont. Les Allemands tenteront peut-être de nous détruire depuis les airs, peut-être essaieront-ils une invasion directe, peut-être une guerre d'usure. Nous devons être prêts à toutes les formes d'attaque, y compris les plus viles. L'histoire jugera non pas ce que nous avons dit, mais ce que nous aurons fait. Et si demain nos enfants vivent libres, ce ne sera pas grâce à des promesses ou à des discours. Ce sera parce que, dans la tempête, nous avons tenu bon. Ce n'est pas une question de bravoure exceptionnelle, c'est une question de persévérance quotidienne. Préparons-nous donc, non dans l'angoisse, mais dans la lucidité. Et n'oublions jamais, ceux qui veulent la paix doivent se préparer à se battre pour elle. Nous pouvons être seuls. Cela est possible. Nous ne devons pas nous y attendre, mais nous devons nous y préparer. Si la France tombait, ce que je ne crois pas, si les lignes se brisaient, si l'Europe pliait, alors nous porterions seuls le flambeau de la liberté. Cela nous coûterait cher, mais nous ne vacillerions pas, nous ne nous rendrions pas. Car ce que nous défendons ne peut être négocié. Ce n'est pas seulement un territoire, une population ou un pouvoir, c'est une idée. C'est la dignité de l'homme libre. Et tant qu'un seul homme sera prêt à mourir pour cela, cette idée ne mourra pas. L'Empire britannique, malgré toutes ses critiques, reste une force vivante. Il n'est pas parfait, mais il incarne une tradition de résistance à la tyrannie. Si nous devons être seuls, alors soit. Nous serons seuls, mais notre solitude sera noble. Et elle ne durera pas, car d'autres nous rejoindront. L'histoire l'a toujours prouvé. Le monde libre est lent à se réveiller, mais il se lève toujours. Ce bloc est un message à ceux qui doutent. Oui, nous sommes dans la tempête. Oui, la menace est réelle, mais c'est précisément maintenant que l'on reconnaît les nations dignes de leur passé. Soyons cette nation, non par fierté, mais par devoir. Non pour dominer, mais pour rester debout là où beaucoup tomberaient. Car parfois, être seul, c'est aussi être le premier. Je termine ce discours avec une confiance inébranlable. Si chacun fait son devoir, si rien n'est négligé, si les préparatifs sont menés avec rigueur et détermination, comme ils le sont actuellement, nous saurons défendre notre île, quelles que soient les circonstances. Nous nous battrons en France. Nous nous battrons sur les mers et les océans. Nous nous battrons avec une foi croissante dans les airs. Nous défendrons notre île, quel qu'en soit le prix. Nous nous battrons sur les plages. Nous nous battrons sur les terrains de débarquement. Nous nous battrons dans les champs et dans les rues. Nous nous battrons dans les collines. Nous ne nous rendrons jamais. Et même si,
ce que je n'accepte pas un seul instant, cette île où une grande partie de celle-ci était conquise et soumise, alors notre empire au-delà des mers, armé et protégé par la flotte britannique, poursuivrait le combat jusqu'à ce que dans le bon moment, le Nouveau Monde, avec toute sa puissance et sa force, vienne au secours et à la libération de l'Ancien. Voilà notre message, voilà notre engagement, et que l'histoire se souvienne. Nous avons tenu bon.